Comment un virus émerge-t-il? Comment une épidémie se développe-t-elle? Pourquoi est-il capital d'en comprendre l'origine? Et qu'apprend-on d'épidémie en épidémie? Le Covid-19 nous rappelle l'importance de ces questions que nous nous posons ce matin à l'occasion de la sortie d'une nouvelle collection de podcasts originaux France Culture, Mécanique des épidémies, podcast réalisé par Clément Nouguier et produit par vous, Renaud Piarou. Bonjour. Bonjour. Professeur à la faculté de médecine Sorbonne Université, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique rattaché à l'INSERM. Nous sommes également ce matin en ligne avec Patrick Zilberman. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique. Vous avez publié « Oublier Wuhan », essai sur l'histoire contemporaine des crises sanitaires à la fabrique l'année dernière. Merci d'être avec nous. Alors Renaud Piarou, vous avez écrit sur le Covid-19, c'est le livre « La vague, l'épidémie vue du terrain », publié aux éditions du CNRS fin 2020. Vous avez aussi écrit « Choléra, Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre », publié en 2019 aux éditions du CNRS également. Et précisément, la première saison de ces Mécaniques des épidémies est consacrée à cette épidémie de choléra des années 2010 en Haïti. C'est donc disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France. Nous pouvons d'ores et déjà dire que la deuxième saison, dans les prochaines semaines, sera consacrée au sida. Il y aura ensuite la grippe et le Covid-19, bien sûr, nous y reviendrons, mais je voudrais qu'on commence par une question de méthode, puisqu'il s'agit de s'intéresser ce matin à ce que l'on sait des épidémies, des virus et à ce que l'on ne sait pas. Vous insistez, Renaud Piarou, dans ce podcast, sur le travail d'investigation qui est au cœur de votre activité de médecin-chercheur. L'épidémiologiste est-il d'abord un enquêteur ? Oui, on peut dire ça comme ça. Et concernant le choléra en Haïti, c'est vraiment une enquête qu'on m'avait demandé, que l'ambassade de France m'avait demandé, ou plus exactement d'ailleurs, que le ministère de la Santé d'Haïti avait demandé via l'ambassade de France. Donc effectivement, c'est un travail d'enquêteur dont le but, évidemment, est de trouver les meilleures solutions pour lutter contre les épidémies. Et nous allons voir comment vous avez mené ce travail en Haïti. Vous, Patrick Zilberman, vous êtes historien et vous m'avez dit hier, les épidémiologistes et les historiens ont beaucoup plus en commun qu'on ne le croit. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'ils s'inscrivent tous les deux dans le temps long, ou plutôt dans le temps long, dans une perspective longitudinale. Et donc, par conséquent, l'histoire s'est mise depuis déjà longtemps à compter, elle aussi. Les chiffres ne lui font pas peur. Et je crois qu'il y a véritablement une grande parenté entre le travail de l'historien et le travail de l'épidémiologiste, sans remettre en cause, évidemment, leur spécificité à tous les deux. Quand vous dites l'histoire n'a pas peur enfin, l'histoire compte les cas, par exemple, puisque vous dites, Renaud Piarou, ça vous le dites dans votre livre, La vague, que compter les cas, par exemple, c'est la base, c'est le début. C'est ce que vous n'avez pas pu faire pour le Covid, par exemple. Si, on a pu compter les cas. On a pu compter les cas, mais on avait les cas à l'hôpital, mais on n'avait pas tous les... Oui, au début, normalement, de toute façon, dans une épidémie, on ne voit qu'une partie des cas, on voit les personnes les plus malades, on voit celles pour lesquelles on a pu poser un diagnostic, et pour le Covid, on le voit bien, il y a un décalage très fort entre les estimations de mortalité, par exemple, qui ont été publiées dans le Lancet il y a quelques semaines, 18 millions de morts jusqu'au début de l'année, pour le Covid, alors qu'on en était à plutôt 6 millions de morts. Donc, beaucoup de cas ne sont pas comptés. Non seulement ils ne sont pas comptés, mais ils ne sont pas pris en compte. En réalité, c'est des gens qui vont être malades et qui vont éventuellement mourir chez eux sans qu'on en tienne compte dans la gestion de l'épidémie. Et ça existait aussi dans le choléra en Haïti. On a eu beaucoup plus de décès à domicile que de décès à l'hôpital et donc comptabilisés. Alors, nous allons parler, Renaud Piarou, d'épidémies, de virus, mais le choléra, justement, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, est une infection liée à une bactérie. Peut-être est-il utile de nous rappeler la différence entre virus et bactérie. Une bactérie est
clairement un être vivant. Il y en a partout, on en a plein dans notre intestin. Et il y a une bactérie est relativement autonome. Certaines sont obligées de parasiter les cellules humaines, mais la plupart du temps, elle est autonome et elle est capable de produire tout ce dont elle a besoin pour se multiplier. Le virus, lui, est finalement plus un assortiment de protéines et de matériel génétique qui va devoir systématiquement rentrer dans une cellule, qui peut être une cellule humaine ou d'animal, qui peut même être une bactérie. Il y a des virus de bactéries, on appelle ça des bactériophages, et qui aura besoin de toute la machinerie de la cellule pour se multiplier. On ne peut même pas dire se reproduire, il se multiplie plus ou moins à l'identique. Et donc le mode de fonctionnement est différent, le niveau de complexité est différent. Mais même le virus qui paraît plus simple est déjà d'une extraordinaire complexité. Et est-ce que ça change fondamentalement la donne, virus ou bactérie, dans votre travail d'enquête dont nous parlions? Pas fondamentalement. À la limite, c'est plus important de savoir si j'ai affaire à tel ou tel virus pour comprendre l'émergence d'une pandémie ou à telle ou telle bactérie. Il y a peut-être autant de différences entre un coronavirus, un virus de la grippe ou un vibrio cholerae, donc une bactérie, en termes de mode d'émergence, mode de propagation. Donc c'est plutôt ça qui va être intéressant et il faut aller plus dans le détail que dire simplement c'est un virus ou c'est une bactérie. Alors, l'enquête, c'est tout de même beaucoup le terrain. Haïti, vous y êtes donc allé en 2010, à l'automne. Vous racontez cela dans le podcast. Nous sommes quelques mois après le tremblement de terre terrible de janvier. Le gouvernement haïtien, en effet, alerte l'ambassade de France sur une épidémie de choléra et demande de l'aide. Vous y allez pour enquêter et on voit bien l'importance du terrain parce que ce que vous observez, ce que vous constatez une fois sur place, vous questionne. Qu'est-ce qui est inhabituel, qu'est-ce qui alors vous pose question? Ce qui est étonnant, c'est la violence et la rapidité avec laquelle l'épidémie démarre, puisque du jour au lendemain, dans la zone qu'on supposait, je dis bien qu'on supposait être le point de départ de l'épidémie, on est passé de 0 cas à 1 millier de cas du jour au lendemain. Le mardi 19 octobre 2010, il n'y a aucun cas. Le mercredi, en fin d'après-midi, il commence à y avoir des cas. Le jeudi à midi, on a déjà comptabilisé 1000 cas sur l'ensemble des hôpitaux d'un département d'Haïti qui s'appelle le département de l'Artibonite. Ça ne peut pas s'expliquer par une personne qui en contamine 2, 3, 4 autres qui vont elles-mêmes contaminer d'autres. Ça prend du temps, même ça peut aller assez vite, on l'a vu avec Omicron. Ça ne peut s'expliquer que par des dizaines de milliers de personnes qui se contaminent à la même source. Et donc, déjà, ce phénomène-là amène à chercher autre chose qu'un mécanisme habituel d'épidémie. Et donc, vous allez justement chercher à remonter à cette source, à l'origine, du moins à l'origine en Haïti de cette épidémie de choléra, qui est donc un petit village face à un camp militaire de l'ONU. L'idée de remonter à la source est encore plus intéressante là, puisque l'épidémie démarre dans le delta d'un fleuve. Et en fait, quand on remonte et quand on regarde ce qui se passe en amont, effectivement, on arrive au cœur d'Haïti, dans une zone de collines. Et là, un petit village d'une vingtaine d'habitants qui n'a aucune raison de voir du choléra. Il n'y a pas de choléra en Haïti, il n'y en a jamais eu de l'histoire d'Haïti. Et là, on rejoint le travail des historiens. Il n'y a pas eu de choléra en Haïti et il y a des raisons pour ça. Et puis, tout d'un coup, on voit émerger une autre épidémie a émergé quelques jours avant celle du bas Artibonite. Et là, ça démarre dans un petit village d'une vingtaine de maisons en face d'un camp militaire. Et on écoute un extrait du podcast Mécanique des épidémies. Il y avait sur YouTube un petit film où on voyait les soldats en train d'enlever les tuyaux et un journaliste américain qui s'appelait Sébastien Walker qui interroge « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» etc. Are these toilets here? What are you digging? Why are you digging here? Et le chef des militaires, un peu embarrassé pour expliquer ce qu'ils étaient en train d'enlever. Well, we're not being told exactly what's going on here, but it certainly smells like sewage. There are toilets right there, and the liquid seems to be draining into this river just a few meters away. Et très clairement, les soldats n'avaient
de cesse que d'enlever 5-6 jours après le début de l'épidémie, toute trace de leur gestion un peu hasardeuse des matières fécales. Voilà donc l'origine, Renaud Piarou. Et là, il y a un problème parce que admettre que le choléra est arrivé en Haïti avec des casques bleus népalais, ça n'est pas un récit qui convient à tout le monde. En tout cas, ça ne convient pas aux casques bleus. Et ça ne convient pas, en fait, aux décideurs politiques, aux politiques internationaux. Pour ce qui est d'Haïti, on est en période d'élection, donc c'est encore plus compliqué. Mais effectivement, et ça va être une constante de toute façon dans les épidémies, y compris dans l'histoire, les décideurs vont raconter de toute façon les épidémies. Il faut avoir l'habitude de pas pas faire une totale confiance, quelque camp que ce soit, à une personne qui parle en tant que politique d'une épidémie. Patrick Zilberman, vous êtes d'accord avec ça? En même temps, quand on dit ça, après tous les débats qu'on a eus sur le complotisme, la défiance et tout ça depuis 2 ans, c'est compliqué à dire, à entendre, mais c'est important de le dire quand même. Vous êtes d'accord avec Renaud Piarou? Ah bah complètement, mais le problème n'est pas le même que les questions soulevées par le complotisme, si vous voulez. L'historien comme l'épidémiologiste doit avoir une approche critique de ces sources, que ces sources soient des conversations, des entretiens avec des acteurs, ou bien des statistiques, ou bien des documents quelconques. Donc l'approche critique est absolument essentielle. Parce que là, effectivement, alors c'est un exemple, mais dans le cas de Haïti, du choléra en Haïti, vous expliquez bien, Renaud Piarou, que finalement, et à commencer par l'OMS aussi, va avoir beaucoup de mal à comprendre, à reconnaître que l'origine de l'épidémie est un camp de casques bleus népalais, et donc va quelque part pousser une autre théorie, une autre explication, et puis surtout va dire finalement ce qui compte, c'est de prendre en charge les patients, peu importe, quelque part, l'origine de l'épidémie. Patrick Zilberman, est-ce que vraiment on peut dire, peu importe l'origine, lorsque l'on a affaire à une épidémie, celle-ci ou une autre d'ailleurs? Si on peut le dire, en tous les cas, c'est certainement pas du ressort de l'ONU, par exemple. Il est évident, si vous voulez, que l'organisme international ou multilatéral est responsable des opérations qu'il organise, et que par conséquent, c'est à lui de prendre toutes les précautions. Là, il y a visiblement, disons, une certaine légèreté dans la gestion des casques bleus. Et parce que donc il va falloir des années, dans le cas d'Haïti, pour que l'ONU reconnaisse par la voix de Ban Ki-moon à l'époque sa responsabilité, en tout cas celle des casques bleus népalais dans l'arrivée du choléra en Haïti. Pendant des années, l'autre théorie qui est développée, voire poussée même, elle est intéressante aussi dans ce qu'elle raconte, Renaud Piarou. C'est une théorie en quelque sorte d'une maladie environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et nous dire pourquoi cette théorie a eu tant de succès ? Et puisqu'on a un historien, peut-être il rebondira sur cette approche environnementale du choléra, puisqu'elle rappelle aussi la théorie des miasmes au XIXe siècle. Là, la théorie dit que les vibrio cholérés, on les trouve dans l'environnement, dans le delta des rivières, et que avec des conditions favorables, un temps un peu chaud, des inondations, etc., ça déclenche les épidémies. Et c'était la manière dont on voyait le choléra jusqu'en 2010. Maintenant, on a de nouveaux éléments qui sont la connaissance précise du génome total des souches qui sont impliquées dans les épidémies, et toutes dérivent d'une seule bactérie qui s'est individualisée au début du XXe siècle. Ce n'est pas le même germe que celui des épidémies de choléra du XIXe siècle. Toutes dérivent de cette bactérie et toutes sont transportées par l'homme. C'est-à-dire qu'au fil du temps, notre vibrio choléré, qu'on va appeler vibrio choléré Eltor, ce vibrio choléré s'est spécialisé dans la vie chez l'homme, et le passage d'homme à homme via la diarrhée et les vomissements. C'est spécialisé, quand vous dites ça, vous dites aussi un peu de ce genre d'expression dans le podcast, on entend, c'est spécialisé, ça veut dire quoi en fait? En pratique, ça veut dire que cette bactérie
de manière extraordinaire, on la connaît, alors qu'elle n'était pas encore pathogène, on la connaît depuis la fin du 19e siècle. Des personnes l'ont isolée parce qu'ils essayaient de la différencier de la bactérie qui donnait le choléra à cette époque-là, qui est Vibrio cholerae classique. Eh bien, on s'est aperçu, en récupérant son génome et en l'étudiant, qu'au fil du temps, la bactérie avait acquis la capacité de se fixer à nos cellules intestinales et surtout avait acquis de l'autre bactérie, Vibrio cholerae classique, la capacité de fabriquer une toxine qui est responsable de la diarrhée, des vomissements, et donc qui lui fournit finalement un point de passage d'un homme à l'autre, parce qu'une personne qui a la diarrhée, qui a des vomissements, contamine facilement son environnement domestique, et donc contamine facilement ses proches. Parce que c'est ça, les bactéries, comme les virus, progressent, s'adaptent. Exactement. C'est très important, cette phase d'adaptation. Là, elle a pris, on dit, cette bactérie est connue depuis la fin du 19e siècle. Sa capacité à se fixer sur les cellules intestinales date de ce moment-là. L'acquisition de la toxine, c'est quelques années après. Mais le début de la pandémie provoquée par Vibrio cholerae Eltor, c'est 1960. Il faut du temps pour s'adapter et apprendre à vivre une nouvelle vie pour cette bactérie. La vie, c'était plus l'environnement, c'est l'homme et sa société. Alors justement, l'homme et sa société. Et ça, c'est très important aussi, Patrick Zilberman. Vous insistez aussi beaucoup là-dessus et nous continuerons à en parler tout à l'heure. Mais sur finalement, si on revient sur les virus, un virus, vous dites, ça n'est pas, et Renaud Piarou nous l'a expliqué tout à l'heure, un virus, c'est pas... un virus comme ça, c'est un virus et l'hôte, ce qu'on appelle l'hôte, c'est-à-dire et nous en fait, un virus c'est un virus et nos comportements. Et il est très important finalement d'avoir cette vision entière de la chose. C'est ça, Patrick Zilberman ? Oui, c'est ça. C'est ce qui a changé, si vous voulez, très récemment, depuis la fin des années 80, avec la théorie des virus émergents, si vous voulez. La théorie classique de l'infection microbienne, c'était la théorie pasteurienne. Un virus, un microbe et une maladie. Et l'homme, là-dedans, n'était que l'hôte, mais un hôte impuissant, en quelque sorte, sans possibilité de faire quoi que ce soit. Avec la théorie des virus émergents, donc qui est rendue publique en 1989 lors de la conférence de Washington, l'homme a tout d'un coup une importance extraordinaire. Il est, comme dit un épidémiologiste américain, l'ingénieur de la circulation microbienne. Donc l'homme, il y a une causalité qu'on appelle anthropique, c'est-à-dire que l'homme a une action sur la vie des virus et des bactéries, et donc par conséquent indirectement sur l'apparition ou non des épidémies. Voilà, l'homme, c'est pratique, son environnement. On disait tout à l'heure à propos du choléra, donc ça n'était pas une maladie environnementale. Pour autant, ça ne veut pas dire que notre environnement ne compte pas, bien au contraire, Renaud Piarou. Non, il compte énormément. J'étais en train de réfléchir dans cette adaptation à ce qui s'est passé, le rôle de l'homme, par exemple, dans le fait que le virus du sida, qui était un virus de singe, de chimpanzé, s'est adapté. Là encore, il a fallu 60 ans entre le passage de l'homme, du singe, du chimpanzé à l'homme, qui s'est passé au sud-est du Cameroun vers 1920 et le début de la pandémie. Et là, on va avoir plein de comportements de l'homme, en particulier dans une Afrique qui est une Afrique colonisée à ce moment-là, où des villes sont en train de naître, comme Léopoldville qui deviendra Kinshasa, Brazzaville, avec de la prostitution et avec aussi l'usage extrêmement périlleux d'injections à répétition pour traiter des syphilis ou des pseudosyphilis ou pour traiter la maladie du sommeil. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Zilberman, professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique, auteur notamment de Oublier Wuhan, essai sur l'histoire contemporaine des crises sanitaires, publié à la Fabrique l'année dernière.
et de Renaud Piarou, professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique rattaché à l'INSERM, auteur notamment de La Vague, publié aux éditions du CNRS fin 2020, et producteur du podcast original Mécanique des épidémies, dont la première saison est disponible depuis aujourd'hui sur le site de France Culture. Première saison consacrée à l'épidémie de choléra en Haïti dans les années 2010. La deuxième saison sur le sida arrivera en mai. Puis il y aura la grippe et le Covid-19. Nous avons parlé avec vous deux avant 8 heures du travail d'épidémiologiste comme enquêteur, de l'importance du terrain. Nous avons parlé plus précisément de cette épidémie de choléra en Haïti, du fait qu'une épidémie, c'est un virus et des comportements et de l'importance de connaître, de trouver l'origine d'une épidémie. Patrick Zilberman, nous avons beaucoup entendu et lu depuis le début du Covid que nous étions entrés dans l'ère des pandémies. Que pensez-vous de cette expression lorsque l'on voit la chronologie que vous avez mise au début de votre livre « Oubliez Wuhan » et qui ne commence qu'à la fin du 19e siècle? La liste est déjà très impressionnante. Évidemment, puisque, ne serait-ce que parce que le mot pandémie, si vous voulez, ne veut pas dire grand-chose. En réalité, une pandémie, c'est un virus nouveau qui n'a jamais circulé, par rapport auquel les populations sont dites naïves, c'est-à-dire qu'elles ne l'ont jamais rencontré. Une épidémie devient une pandémie lorsque l'épidémie se propage dans plus de 2 régions de l'OMS. Donc vous voyez quand même que le contenu de ce terme est quand même relativement léger, quoi. Alors voilà pour pandémie, et pour ce qui est de l'ère des pandémies. Alors pour l'ère des pandémies, on a effectivement une accélération du nombre des épidémies, et même des épidémies de grande ampleur. Quelles sont les causes de cette multiplication des crises épidémiques? On n'en sait trop rien. Sans doute l'augmentation exponentielle de la population humaine à la surface du globe. Peut-être aussi les problèmes d'environnement, de mode de vie. Mais de toute façon, tout ça n'est pas très clair encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre, si vous voulez, si véritablement nous sommes entrés dans une ère pandémique ou pas. Deux historiens américains, dont un s'appelle Jeffrey Taubenberger, qui sont spécialistes de la grippe, ont défini une ère pandémique pour la grippe. C'est-à-dire à partir de la grippe espagnole de 1918, on voit régulièrement se multiplier les virus grippaux, si vous voulez, de plus en plus dangereux en quelque sorte. Mais tout ça n'est peut-être qu'un jeu de mots, si vous voulez. Ça n'a pas grande signification. Renaud Piarou, nous vivons depuis fort longtemps avec les épidémies, avec les pandémies, et en même temps, ce que l'on voit, et on l'entend aussi en écoutant votre podcast Mécanique des épidémies, c'est que à chaque fois, ou peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas souvent, vous restez, les épidémiologistes, surpris, pris de court. C'est-à-dire, même si on connaît de mieux en mieux les virus, même si on connaît de mieux en mieux leur faculté d'adaptation dont vous nous avez parlé tout à l'heure, et l'importance de l'hôte, etc., malgré tout, régulièrement, vous êtes confrontés à des choses nouvelles. Et vous l'expliquez très bien dans le podcast, donc celui-ci sera disponible dans quelques semaines sur le sida, à quel point, finalement, dans les années 80, on se retrouve face à quelque chose totalement mystérieux, c'est-à-dire on n'a aucune réponse. En fait, pour prolonger et répondre à la question, prolonger la réflexion sur qu'est-ce qu'une pandémie. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, sinon ça n'aurait pas lieu. Alors c'est la nouveauté du virus, mais aussi si on le voit se propager, virus ou bactéries d'ailleurs, mais si on les voit se propager, c'est parce qu'il y a aussi des nouvelles voies de propagation qui se sont mises en place,
que le virus, que la bactérie vont utiliser. Évidemment, quand on a ces voies de propagation, quand on les met en place, on ne sait pas qu'on est en train de le faire. Et si on reprend l'exemple du sida, ces injections à répétition étaient une voie de propagation. Ou dans un autre exemple qui est extrêmement parlant, la pandémie de sida, quand elle arrive dans les Amériques, elle arrive avec un génotype, un sous-type tout à fait particulier, qui est bien le HIV-1M, mais c'est juste son sous-type B, qui est quelque chose de relativement rare. Et probablement, donc, une personne est arrivée, à ce moment-là, on part du Zaïre, et une personne est allée du Zaïre vers les Amériques avec ce sous-type-là. Et ça a explosé. Pourquoi ça a explosé? Une des hypothèses les plus crédibles, c'est tout ce qui est autour du commerce des produits sanguins. Avec des personnes plutôt pauvres qui vont donner leur sang ou vont donner leur plasma. Et ça se fait dans des pays riches, mais ça se fait aussi dans des pays très désorganisés et très pauvres, comme Haïti. Et c'est en Haïti qu'il va y avoir une explosion, donc très probablement autour de ce commerce. Et on va avoir donc une forme de sida dans les pays riches, aux États-Unis, puis en Europe, ou dans la population blanche d'Afrique du Sud, qui est liée à ce génotype B, qui est différent des autres formes de sida qu'on va voir en Afrique et ailleurs. Juste une personne, mais surtout un mécanisme particulier qui fait que, en l'espace de quelques années, un virus qui avait couvé comme ça pendant des décennies va tout d'un coup exploser. Donc la nouveauté, et c'est ce qui va surprendre la population et les décideurs, elle vient du virus, elle vient de la bactérie si c'est une bactérie, mais elle vient aussi des modes de propagation qu'on est en train de créer. Et du coup, on se retrouve aussi pendant un temps qui peut varier, indéterminé, avec des questions sans réponse. Et ça, les questions sans réponse, Patrick Zilberman, évidemment, ça n'est pas sans conséquence, parce que, vous le rappelez dans votre livre, Wuhan, à tous âges, sur tous les continents, la lutte contre les épidémies a suscité des croyances, des rumeurs et des comportements motivés par la peur. C'est pour ça, donc, qu'il faut essayer de trouver les réponses. Et c'est pour ça aussi que ceux et celles qui s'expriment ont une responsabilité très très importante, Patrick Zilberman. Ah oui, absolument décisive. On voit d'ailleurs la différence, si vous voulez, entre la pandémie de sida qui a vu la naissance de ce qu'on appelle le patient, le patient, familier, si vous voulez, avec la science de sa pathologie. Et puis d'autres épidémies ou d'autres pandémies qui restent là très très cloîtrées dans le cadre régalien, si vous voulez, où ce ne sont pas les patients, ce ne sont pas les individus, mais l'État qui est le principal acteur. Alors, la question, c'est la première à laquelle on pense, en tout cas, c'est l'origine. De fait, et vous le montrez bien, Renaud Piarou, déterminer l'origine d'une pandémie ou d'une épidémie, ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, l'origine à laquelle on pensait n'est en fait pas la véritable origine. Où en est-on de l'origine de la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire en l'état, aujourd'hui, que sait-on de la façon dont cette épidémie puis pandémie a émergé, s'est développée? Juste pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière cette question aussi, on sait énormément de choses sur l'origine des pandémies de choléra. Oui. On sait énormément de choses sur l'origine de la pandémie de sida, sur les différents virus qui ont émergé, pourquoi ils ont proliféré ou pas. On sait énormément de choses sur les différentes pandémies de grippe. On commence à avoir du mal quand on va au 19e siècle. Par exemple, la grippe russe de 1889, on ne sait pas vraiment si c'est une grippe ou un coronavirus, justement. Oui. Donc on commence à avoir du mal, mais quand on remonte 130 ans en arrière. Non, mais quand je disais des fois ça prend du temps, c'est parce que, par exemple, pour le sida, vous nous avez bien expliqué qu'en fait, entre 1920 et 1980, il s'était passé des choses. Et que tout ne commençait pas en 80. Et toute cette séquence est bien connue, bien comprise.
Et là, on est face à une pandémie qui a mobilisé évidemment la recherche, et on reste face à un mur d'incompréhension sur le démarrage de cette épidémie. Ce qu'on peut dire déjà, un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on peut éliminer l'histoire du pangolin. Ça, c'est pas, ce qu'on a trouvé chez le pangolin n'est pas l'ancêtre du virus de Wuhan. Autre chose qui est peut-être un peu plus polémique, on peut déjà éliminer cette histoire de marché aux bestiaux, aux fruits de mer à Wuhan. En tout cas, les cas regroupés qu'on a en décembre 2019 ne sont pas le début de l'épidémie. Il y avait à ce moment-là beaucoup plus de cas que simplement ceux qui ont été trouvés sur ce marché aux fruits de mer. Et l'origine de l'épidémie est antérieure de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Une des choses qui permet de le comprendre, c'est que la ville de Wuhan est débordée par les malades autour du 20 janvier, et on ne peut pas, avec quelques dizaines de cas, expliquer, partir de quelques dizaines de cas ou même quelques centaines de cas, et avoir un débordement en si peu de temps par rapport au taux de reproduction du virus et le temps qu'il faut pour se développer. Une dernière chose, cette histoire du marché aux fruits de mer vient en fait d'une définition de cas au début de l'épidémie. Quand les Chinois s'aperçoivent qu'il y a un problème, ils donnent comme définition de cas une personne qui a un contact avec le marché. Donc finalement, que la quasi-totalité des premiers cas se correspondent à ça, forcément, puisqu'ils sont, par définition, c'était ce qu'on cherchait. On n'a pas cherché ailleurs. Donc, voilà les points déjà qu'on ne sait. Voilà ce que ça n'est pas. Voilà ce que ça n'est pas. Après, ce qui est très dérangeant, c'est que ça fait 2 ans qu'on cherche une espèce de chaînon manquant entre les chauves-souris d'un côté et l'homme de l'autre, parce qu'il y a besoin de combler une différence génétique majeure. Autant sur le choléra, sur le sida, sur les virus de la grippe, on arrive très bien à combler ça. Là, on n'y arrive pas. Il y a des dizaines d'années de mutations dont on n'a pas l'explication. Alors, on a mis en avant très fortement, un certain nombre de scientifiques ont mis très fortement en avant l'hypothèse du passage par un animal intermédiaire. 2 ans après, alors qu'on a été capable de trouver ces animaux intermédiaires dans la forêt africaine pour plein de maladies, particulièrement le sida, là on ne trouve rien, y compris en Chine, où le fait que la transmission ait été interrompue chez l'homme pendant 2 années laissait vraiment le champ libre d'aller trouver cet animal qui héberge le virus, qui a permis au virus de s'adapter, donc il l'héberge de manière pérenne. Et on ne le trouve pas. Par contre, on n'a jamais cherché ce qui se passait du côté des laboratoires. Dernier point, les personnes qui ont le plus fortement mis en avant l'hypothèse animale étaient des personnes qui menaient des recherches en collaboration avec les chercheurs chinois sur des coronavirus de chauve-souris et sur la manière dont ces coronavirus parviennent ou pas à franchir la barrière d'espèce. On pourra venir peut-être plus en détail, mais ce que vous voulez dire par là, ce que vous sous-entendez, c'est qu'en fait, les chercheurs avaient peut-être intérêt à aller dans la direction de leur recherche. Ils avaient très clairement intérêt, c'est maintenant officiel. Il y a eu un premier article dans le Lancet, une espèce d'appel des scientifiques. Il ne faut pas évoquer d'autres hypothèses que des hypothèses naturelles. Et puis l'année suivante, en 2021, un addendum à cet article, toujours dans le Lancet, disant attention quand même, cet appel était fait par des gens qui avaient des conflits d'intérêts importants. Et les conflits d'intérêts étaient de travailler sur ce sujet-là avec les collègues chinois. C'est quand même un conflit d'intérêts important, effectivement. Ça ne dit pas l'origine, mais ça dit pourquoi on ne l'a pas trouvé. Patrick Zilberman, sur cette question de l'origine du Covid et justement de ces questions sans réponse. On disait au tout début, l'épidémiologie, c'est un travail d'enquête. Pour enquêter, encore faut-il avoir accès aux informations. Et là, évidemment, la question se pose aussi de l'accès à l'information. On sait à quel point c'est très compliqué. On sait à quel point l'équipe qui avait été envoyée par l'OMS en Chine n'a pas eu accès à grand-chose. Et l'équipe était en partie composée par ces scientifiques-là. Oui. Attention. Patrick Zilberman.
Oui, on réédite, si vous voulez, le vaudeville de 2003 avec le SRAS, lorsque les Chinois ont prétendument accueilli une délégation de l'OMS en la faisant poireauter pendant 8 jours avant de lui permettre d'aller poser quelques questions dans les hôpitaux où étaient alités quelques malades du SRAS. Une épidémie, c'est tout de suite un contentieux entre les États, si vous voulez, un contentieux entre les États et les organismes multilatéraux. On passe là, si vous voulez, à autre chose qu'à l'épidémiologie. On passe là à la géopolitique et à la politique. Et c'est absolument... Mais on ne peut pas faire autrement, si vous voulez, parce que c'est une dimension qui est incompressible lorsqu'on analyse des épidémies. Il y a une dimension géopolitique et politique dans l'histoire des épidémies qui est tout à fait différente de l'approche qu'on peut avoir en épidémiologie. Mais évidemment, c'est en cela aussi que les épidémies jouent, alors effectivement, au niveau géopolitique, politique, au niveau des sociétés aussi. Et ça, vous en parlez aussi beaucoup, Patrick Zilberman, c'est-à-dire que on parlait de la confiance. Pourquoi aussi est-ce important d'obtenir la confiance, d'être transparent, etc. Parce que finalement, pour faire accepter certains comportements nouveaux aux populations nécessaires, des efforts nécessaires, il faut le préalable, le prérequis, c'est la confiance. Oui, et là, il ne faut pas confondre deux choses, si vous voulez. Les recherches sur l'origine de la Covid-19, c'est une chose qui concerne, si vous voulez, en réalité, les chercheurs et les États. La confiance dont vous parlez, c'est autre chose. Et la confiance dont vous parlez, on l'a vu, si vous voulez, comme quelque chose d'absolument capital au moment d'Ebola, si vous voulez, où il fallait convaincre les communautés, notamment sur la méthodologie des enterrements, des choses comme ça. C'est pas exactement le même sujet, bien que ce soit un sujet qui débouche sur la sociologie et sur la politique. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas totalement le même sujet, mais c'est pas totalement différent non plus. Parce que si on a l'impression qu'on nous cache l'origine d'une épidémie, d'une pandémie, ça quand même abîme un minimum la confiance. Alors, pour poursuivre, et parce qu'il nous reste plus énormément de temps, Renaud Piarou, ce qu'il faut dire aussi tout de même, c'est que il y a donc effectivement des informations manquantes. Il peut y avoir, face à une épidémie, à une pandémie, des concurrences entre scientifiques. Ça, vous en parlez aussi, ça existe. Il y a de la concurrence entre scientifiques, mais il y a aussi de la collaboration. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose qu'on voit de manière assez certaine sur les épidémies, les pandémies. C'est que finalement, la manière à la fois dont on arrive à un peu mieux les connaître, un peu mieux les comprendre, et du coup, la manière dont on peut lutter contre, c'est bien souvent un travail d'équipe. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs dans différents endroits du monde qui vont chacun travailler, apporter leur pierre à l'édifice. Ça va. Alors, pour ce qui est du choléra, de l'épidémie de choléra, c'est très clairement une collaboration entre chercheurs, y compris d'ailleurs des biologistes népalais qui ont accepté de fournir leurs souches à un chercheur danois qui leur a dit on va regarder si la souche qui circulait au Népal, parce que c'était les casques bleus népalais qui étaient arrivés avec le choléra, si la souche qui circulait au Népal était la même que celle qui a émergé en Haïti. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre une identité entre ces deux souches et corroborer les résultats des études épidémiologiques. Pour ce qui est de la Covid, on va plus loin parce qu'il y a à la fois des chercheurs et puis il y a des citoyens ou alors des scientifiques, mais d'autres disciplines qui se sont plongés dans cette histoire-là et qui effectivement essayent de remonter des informations. C'est une épidémie ou une pandémie de cette nature-là, c'est politique, c'est géopolitique, ça va beaucoup plus loin. Et donc, il n'y a pas que le problème de la recherche, de regarder les génomes, de faire des études épidémiologiques, de regarder comment ça s'est passé. Il y a aussi à récupérer des messages qui ont été échangés, par exemple aux États-Unis, au tout début de la pandémie, entre les chercheurs et le National Institute of Health, pour voir comment, par exemple,
exemple, certaines prises de position ont été préparées. Et ça, c'est plus une activité citoyenne avec l'utilisation d'une loi qui est très intéressante aux États-Unis, qui est le Freedom Information Act. Et donc, il y a effectivement des groupes de personnes qui vont chercher ces informations et qui les mettent à la disposition du public. Et ça apporte une information extrêmement riche et un regard qui, des fois, laisse rêveur sur le comportement de telle ou telle personne dans le domaine de la science ou dans le domaine entre la politique et la science. Et puis, il faut le dire aussi, Renaud Piarou, lorsque l'on regarde cette histoire des épidémies, des pandémies, histoire en constante évolution, bien évidemment, c'est aussi une histoire des progrès de la médecine. C'est-à-dire qu'on fait aussi de très importantes avancées à l'occasion de la lutte contre ces épidémies. Et le dernier exemple en date, c'est le vaccin ARN messager contre le Covid, mais ça n'est que le dernier exemple en date. Alors, les progrès de la médecine, très bien. Effectivement, on répond mieux aux épidémies, aux pandémies grâce aux progrès de la médecine. Attention, quelque chose émerge, qui sont des progrès de la biologie, qui constituent des expériences qu'on appelle des expériences de gain de fonction. C'est-à-dire, pour des raisons tout à fait louables de connaissance des épidémies, des équipes travaillent maintenant sur la modification. Ça s'est beaucoup fait sur les virus de la grippe. Je vais prendre un exemple. Un virus de la grippe aviaire, H5N1, peut-il toucher l'homme? Alors, il y a eu des cas chez l'homme, mais avec une mauvaise transmission. Quelles sont les nécessités? Et là, il y a des travaux qui ont été menés et qui sont quand même sujets à controverse pour voir comment le virus peut s'adapter à un mammifère, en particulier au furet, qui est un exemple très proche de l'homme dans la réponse à la grippe, et donc faire transformer un virus de grippe aviaire en un virus transmissible entre les mammifères. Et ça, ce sont ce qu'on peut appeler des expériences de gain de fonction. Ça permet de savoir quelles mutations dans le virus sont nécessaires pour obtenir ce résultat. Mais c'est dangereux parce qu'un seul accident, et on peut avoir une pandémie qui démarre. Donc là, on est vraiment, c'est la balance finalement entre qu'est-ce qu'on fait au nom justement des avancées de la recherche et à quel moment on bascule du côté de... Je fais le parallèle avec le nucléaire. Le nucléaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis même la relativité, enfin tout cet ensemble de recherches a permis d'avoir des progrès extraordinaires. À côté de ça, nous met dans une situation telle que on en parle tous les jours maintenant, d'un pays qui attaque un autre pays et qui détient 6000 ogives nucléaires. Il y a toujours une espèce de dualité, et cette dualité existe aussi en biologie maintenant. C'est de plus en plus facile de créer quelque chose qui peut être dangereux pour nous. Patrick Zilberman, pour conclure, on a posé la question de l'origine. Évidemment, il y a la question de la fin. Est-ce qu'on peut déterminer la fin d'une épidémie, d'une pandémie? Est-ce que la fin, c'est le moment où on décide de ne plus y penser? Ça peut l'être, comme dans le cas de la fin du premier confinement à Wuhan, où effectivement les populations n'ont eu qu'une seule envie, c'est la volonté d'oublier le très mauvais moment que ces populations ont passé enfermées chez elles sans pouvoir en sortir pendant 76 jours. Je crois que le problème de la sortie de crise est très important. On le vit en ce moment nous-mêmes, sans doute. Avons-nous, comme les populations de Wuhan, la volonté d'oublier? Mais il peut y avoir d'autres voies de sortie. C'est une parmi d'autres. Mais je voudrais simplement peut-être revenir sur ce que si vient d'être dit à propos des recherches scientifiques. Il y a quelques années, le Lancet, je crois, publiait, ou c'était Nature, la revue Nature, publiait un éditorial qui s'appelait La fin de l'innocence. Je crois qu'effectivement, nous sommes avec la science et avec la science des virus ou la science des épidémies entrés dans la fin de l'innocence. Le savoir a un coût, le savoir a des risques, et il va falloir quand même se plonger dans l'étude de ces risques si on veut continuer sans trop de problèmes la recherche scientifique.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Patrick Zilberman, je rappelle donc votre livre Oublié Wuhan, essai sur l'histoire contemporaine des crises sanitaires, publié à La Fabrique. Merci beaucoup à vous, Renaud Piarou, épidémiologiste. Donc, on retrouve vos livres, bien sûr, aux éditions du CNRS, notamment La Vague, l'épidémie vue du terrain. Et puis, donc, ce podcast dont vous êtes le producteur, podcast original France Culture, Mécanique des épidémies, dont la première saison est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site de France Culture et l'application Radio France. Première saison consacrée donc à l'épidémie de choléra en Haïti dans les années 2010. Les autres saisons suivront dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.